Bienvenue au tout premier épisode du podcast de Moisson Montréal, Parler sans fin, un podcast présenté par Amazon. D'ailleurs, merci Amazon d'être notre présentateur officiel. C'est un podcast qui est lancé en l'honneur du 40e anniversaire de Moisson Montréal qui a lieu cette année. Et en l'honneur du 40e anniversaire de Moisson Montréal, on s'est dit que c'était important pour nous de recevoir un des co-membres fondateurs de Moisson Montréal, quelqu'un qui a été très important pour Moisson, Monsieur Pierre Legault. Monsieur Legault, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bien, ça me fait bien plaisir d'être là. Comment vous vous sentez là, de revenir ici là, à Moisson Montréal? Bien, je me sens en fait très bien, là. Écoute, je suis tellement impressionné de l'ampleur maintenant de l'organisation. Puis du côté professionnel aussi, de l'équipement que vous êtes allé chercher, puis du nombre de bénévoles. Fait que je vois, puis ce que je sens profondément, c'est que l'esprit initial, hein, c'est quand même 40 ans, là, tu sais, 40 ans plus tard, est ici plus que jamais, là. Tu sais, dans l'équipe de Chantal que j'ai rencontré, les personnes, les bénévoles, les gens qui viennent d'un passé plus difficile, qui sont ici puis qui viennent redonner. Mais c'était ça au début, là. C'était ça. C'était du monde ordinaire qui faisait des choses extraordinaires parce qu'ils le faisaient à partir de leur cœur, là. Puis je le retrouve ici. Ça fait que vraiment, moi, je trouve ça fascinant là, d'être ici, là. Effectivement, puis cette année, là, c'est vraiment quelque chose de gros qui se passe parce que là, juste en arrière de vous, on Ouais, est en j'ai train ça. de préparer, on est dans notre grosse période de préparation pour les boîtes de Noël. Cette année, 35 000 boîtes de Noël sont en préparation ici dans l'entrepôt. Fait que vous arrivez dans un bon timing pour le premier épisode pour voir qu'est-ce qui se passe là. C'est-tu un setup d'Hollywood? Non, non, c'est vraiment la réalité. Non, c'est une blague, là, je déconne. Ouais, ouais. Non, mais c'est beau là, de voir ça, là. Puis c'est quand même quelque chose, 35 000 boîtes de Noël. Là. Ça va faire des heureux, ça, c'est bien. Vraiment. Peut-être vous parler là, des histoires les plus marquantes que vous avez vécues quand vous étiez à Moisson, Montréal, parce que vous aviez été ici quand même durant une bonne période. Là. Bien, j'étais là, moi, 6 ans. Bien, 83, il y a eu l'idée qui a été lancée suite à la situation d'une petite fille que vous savez, là, que j'en ai parlé tellement souvent, là, la mère avait vendu son lit, là, puis qu'il n'y avait plus de nourriture à la fin du mois. Puis, on est allé voir une organisation aux États-Unis, puis on est revenu en disant on pourrait faire la même chose ici, de récolter la nourriture, puis la redonner aux organismes qui s'occupent de ces personnes-là. Fait que j'étais là 6 ans, moi. On a commencé les activités à l'été, au printemps, en fait, 1984, avec un programme pour étudiants ils ont commencé la collecte, puis ça allait très bien. Mais à la fin de l'été 84, en fait, même au mois d'août, les étudiants retournaient à l'école. On n'avait plus de financement. On n'avait pas eu beaucoup de publicité. Et là, c'était vraiment le crunch, là. C'était vraiment le goulot d'étranglement. Qu'est-ce qui arrive? Parce que moi, j'avais un emploi comme psychoéducateur, justement, dans le centre de la petite fille en question. Et là, j'étais en train de changer d'emploi. Et là, j'ai vu ça, puis je me suis dit, bien, s'il n'y a personne qui se lance à plein pour faire vivre cette organisation-là, bien, elle va mourir de sa belle mort en septembre, là, tu sais. Et ça, c'est un moment difficile. Et c'est peut-être là que moi, j'ai été obligé d'aller puiser dans mes ressources intérieures pour me dire, veux-tu vraiment le faire? Es-tu prête à gager une partie de ton avenir là-dessus? Puis j'en ai parlé avec mon épouse, qui est aujourd'hui malheureusement décédée, puis elle m'a dit, ah, ben c'est tellement une bonne idée, là. Tu sais, j'ai jamais eu un vote de confiance comme ça. Je te connais, si ça ne marche pas, tu vas trouver d'autres choses, mais ça va marcher. Fait que là, j'ai laissé mon emploi. Mais là, c'était un temps difficile parce que là, ce qui est arrivé, là, on a toujours été comme on a eu une étoile, une bonne étoile tout le temps, là. On appelait ça la Providence, là, à l'époque. Moi, je crois encore à la Providence parce que j'ai tellement vécu de situations, là, incroyables. Mais là, en septembre, en fait, au mois d'août, l'organisation, le CTV de Toronto, qui avait fait des émissions sur City Harvest à New York, est venu à ceux qui avaient un programme à Montréal qui démarrait à cause de City Harvest. Ils sont venus m'interviewer, puis là, je savais que c'était pour être diffusé en octobre. Fait que j'ai misé là-dessus en me disant, on va envoyer des demandes de financement, parce que ça me prenait du financement pour avoir ben là, on avait une vieille camionnette là, qui avait 300 000 milles, là, vraiment quasiment 500 000 kilomètres. On avait besoin d'un autre camion, puis on avait besoin d'une équipe.
Fait que, pour faire une histoire longue, courte, là, que finalement, là, j'ai monté un programme là, pendant le mois de septembre que j'ai mis là, par écrit, que j'ai envoyé à une trentaine de fondations, de clubs sociaux. Et là, on a attendu l'arrivée de la diffusion au début octobre. Mais là, il est arrivé une controverse incroyable. Est-ce que tu veux que j'entre là-dedans? On est là pour ça. On est là pour ça. Mais là, il s'est passé quelque chose, c'est que j'avais pas de permis pour faire du financement. Et fait que là, il y a quelqu'un qui nous a pris en grippe puis qui pensait qu'on voulait faire quelque chose de juste se créer des jobs. C'était pas ça du tout l'idée. Et donc, il y a un article négatif qui est sorti pendant la fin de semaine. La diffusion, c'est le dimanche soir. Et là, moi, j'ai lu ça, puis ça parlait de nous autres, comme on voulait juste créer des jobs, on était pour créer des problèmes aux autres groupes et tout ça. Puis je me suis dit, là, j'avais la mort dans l'âme en me disant, ça va mourir avant même de naître, là, tu sais. On n'aura pas de publicité, on va avoir de la mauvaise publicité, personne ne va nous donner des sous. Puis là, je vais être obligé d'aller me chercher un emploi ailleurs. Fait que j'étais tellement triste. Et le lundi matin, j'étais allé au bureau, qui est un sous-sol d'église, en m'attendant à ce que le ciel me tombe sur la tête. Mais étonnamment, et j'en suis encore étonné aujourd'hui, c'est le contraire complètement qui est arrivé. J'ai eu les différentes stations de radio qui m'appelaient parce qu'ils avaient vu une émission à la TV qui parlait de Moisson Montréal. Là, j'ai eu des appels de stations de télévision qui voulaient, comme des saluts bonjour de l'époque. Là. Puis là, je suis allé parler de l'organisation. Un renversement total, j'en revenais pas. J'étais comme tombé en bas de ma chaise au moment où je pensais que tout était pour mourir. Oh, on était propulsé devant le tout Montréal. Centraide nous a appelés. On a reçu de l'argent. Puis là, Moisson Montréal est né de cette controverse-là. Dans le fond, ils nous ont rendu service quand ils ont essayé de nous empêcher de naître. C'est là que j'ai senti que le temps... Tu sais, on dit qu'il n'y a rien qui peut arrêter une idée quand son temps est arrivé, là. Et là, l'idée de Moisson Montréal, la société québécoise était prête. Était pas pleinement prête parce qu'on a eu des refus et tout ça, mais cette espèce de folie, d'incohérence, de jeter de la bonne nourriture quand des enfants, des êtres humains, des adultes, des vieillards ont faim, ça n'a jamais eu de sens. Mais là, on dirait qu'on était prêt de se dire « Ouais, il faudrait faire quelque chose ». Et là, on arrivait, nous, avec cette idée-là. Fait que j'étais là, moi, tu vois, je vais te laisser poser d'autres questions. J'étais là, moi, Mais non, c'est correct, c'est intéressant, c'est super. Non, mais écoute, je veux qu'on jase aussi, là. Mais c'est ça, j'étais là jusqu'à 90 parce que j'avais une autre idée qui était celle de Renaissance, dont on en parlera peut-être à la fin tantôt. OK. Et puis, donc, Moisson Montréal est né sur une controverse, finalement. Elle est née d'une controverse qui nous a servi plus que jamais, là. Fait qu'il s'il avait voulu peut-être qu'on ne naisse pas, bien, il aurait fallu qu'ils disent rien. Mais là, en nous disant... Puis là, les gens sont bienvenus, puis ils sont venus, puis ils se sont rendus compte qu'on avait une bonne idée, puis qu'on n'était pas des farfelus, là. Tu sais, on était en train, puis on y croyait. Puis là, c'est parti de ça, puis les gens sont devenus comme des apôtres de Moisson Montréal en disant on va les aider, ces gens-là, parce qu'on n'avait rien, là, on n'avait vraiment rien. Fait que là, les gens nous ont aidés, mais c'était des petits dons, là. C'était comme un 5 000 $ d'une fondation Bronfman où on avait Centraide et voulait nous donner un petit peu d'argent. Mais moi, j'ai dit, ou bien vous nous donnez un bon montant d'argent, ou bien nous, on va faire nos levées de fonds tout seuls. Et ça a brassé un petit peu Centraide. Ils nous ont donné un bon montant d'argent pour faire lever l'organisation. On a eu des fondations là, de Sèvres qui nous ont beaucoup aidés. À un moment donné, on était capable d'acheter une bâtisse. On a eu plus d'1 million de la Fondation de Sèvres. Fait que c'était des gens de grande qualité autour qui voyaient bien que pour que l'idée se développe, il fallait nous soutenir. Parce que moi, je connaissais pas grand-chose autre que je voulais faire quelque chose. Mais j'apprends vite. Puis je me débrouille. Fait que là, j'ai appris sur le tas, puis éventuellement, Moisson a levé. Là. Mais il y a des... Tu sais, moi, j'ai été le levain dans la pâte, là, mais l'équipe, il y a des gens de très, très grande qualité qui sont venus. Puis, tu sais, il y a des grands hommes qui ont dit ça. Quand tu as une idée qui est authentique, puis tu es là pour les bonnes raisons, les gens finissent par venir. Puis les gens qui viennent, c'est des gens là, qui ont du cœur. Puis c'est le cœur qui a fait
venaient. Tu sais, c'est des gens qui venaient par solidarité pour leurs concitoyennes, concitoyens, qui se disaient ça n'a pas de sens. Et donc, c'était moi, le matin, je partais travailler, là, le cœur content, tous les matins. Il est arrivé des choses plus difficiles, c'est sûr, mais j'étais heureux. J'étais heureux dans ce que je faisais, puis j'aimais bien, là. J'avais l'impression d'être sorti de voguer avec un petit voilier sur un lac, et là, j'étais sur l'océan. Il y avait des grands vents des fois, il y avait des tempêtes des fois. Mais j'étais heureux de faire ça, là. Puis vous avez été à Moisson jusqu'en 1990, c'est ça? Oui, j'étais en 1990. Ce qui est arrivé en 1990, c'est que moi, on avait beaucoup parlé de la limite de l'intervention alimentaire. Et moi, comme psychoéducateur, je pouvais comprendre. En même temps, j'ai toujours cru que c'est tant qu'il va y avoir des gens qui ont faim, c'est même quasiment criminel de jeter de la nourriture. Donc, Moisson doit exister jusqu'à temps qu'on n'ait plus de pauvreté. Puis c'est pas demain la veille, là, tu sais. Malheureusement. Oui, malheureusement. Mais moi, j'avais l'idée, comme psychoéducateur, je voyais bien dans les groupes communautaires, les soupes populaires, des jeunes et des moins jeunes, puis je leur parlais, tu sais, puis je me disais, mais comment ça fait que tu as 22 ans, que tu n'es pas en train de travailler? Puis là, j'écoutais des histoires que bien, j'ai eu un problème de consommation, j'ai eu une enfance difficile, je me suis promené de foyer de groupe en foyer de groupe, et puis là, j'ai eu un problème de santé, puis là, j'ai comme perdu cette capacité. C'est comme un tonus musculaire, le tonus de travail, tu sais. Tu te couches à bonne heure le soir pour te lever correctement le matin pour aller passer ta journée, puis faire ça 5 jours semaine, puis te récupérer en fin de semaine, puis continuer. Les gens qui travaillent, on réalise pas comment, pour quelqu'un qui n'a pas travaillé depuis des mois, ils sentent qu'ils sont plus capables. C'est pas vrai qu'ils sont plus capables. Mais fait que je voyais ça, puis je me disais, faudrait mettre sur pied une autre organisation, puis je pensais que je voulais le faire. Et j'avais vu Goodwill Toronto, puis j'avais entendu parler des entreprises d'insertion en France, puis je me disais, ça serait le fun que Moisson puisse faire ça. Mais là, on s'est rendu compte que Moisson ne pouvait pas abriter Renaissance. Ça aurait été comme faire naître une organisation dans une autre, puis ça aurait rendu tout dysfonctionnel. Donc, on a décidé de créer une autre organisation. Mais la fondation de Sèvres, qui nous venait de nous donner l'argent pour acheter une bâtisse sur la rue Meilleure, l'ancêtre de ce bel entrepôt, qui était pas mal plus dysfonctionnel que l'entrepôt ici, même si vous avez dû faire des changements ici. Apparemment que les murs, ils shakaient, là. Ils shakaient pas mal, oui. Quand il y avait des chariots qui se promenaient, c'était assez intense. Il y avait des petites bêtes qui se promenaient, puis il y avait toutes sortes de choses. Bien, il dit, Pierre, on t'a suivi avec Moisson, mais là, ça va être compliqué, là. Tu vas avoir des magasins, tu veux retourner les gens sur le marché du travail. On ne le voit pas aussi bien, puis on vous demanderait, un petit moratoire de 5 ans, de stabiliser Moisson avant de partir dans cette nouvelle aventure qui était pour être Renaissance. Je comprenais, même si ça m'attristait. Puis au même moment, j'ai eu une possibilité d'aller travailler pour des personnes handicapées. Puis je trouvais que moi, mon travail d'entrepreneur social, d'avoir monté l'organisation, trouvé le financement de Centraide, j'avais mis sur pied le non-réveillon qui ramenait quand même 300 000 $400 000. Il y avait une belle équipe. J'avais Nadia, ma directrice administrative, qui était prête à prendre la direction générale, et John, et tous les deux se sont succédés à la direction générale. Fait que je me suis dit, moi, là, j'arrive au point où je voudrais mettre sur pied Renaissance. Je vais aller faire d'autres choses pendant 5 ans, puis je reviendrai à un moment donné, puis c'est ce qui s'est passé. Puis, durant la période que vous avez été à Moisson-Montréal, c'est quoi les plus grands défis que vous avez pu surmonter durant cette période-là? Bien, il y en a eu beaucoup. J'imagine. Le premier, c'est évidemment le financement. On voyait bien que le concept fonctionnait pendant l'été, là, avec les étudiants. On voyait que ça fonctionnait. Mais là, on n'avait pas les ressources, là. Et là, je l'ai expliqué tantôt, je ne retournerai pas là-dessus, mais c'était de convaincre les bailleurs de fonds potentiels que l'idée en valait la peine et qu'on avait la capacité de le faire. Mais il fallait aussi convaincre les organismes de travailler avec nous. Et heureusement, on a eu des gens là, comme Nicole Fournier à l'Accueil Bonneau, Sylvio Michaud à la Maison du Père, des gens un peu partout qui sont éventuellement même venus sur notre conseil d'administration, qui croyaient fermement
qu'il y avait suffisamment de nourriture gaspillée à travers la métropole pour mettre sur pied une organisation régionale. Moisson Montréal est devenu régional, malgré qu'il y ait d'autres moissons, je le sais maintenant, à Laval et sur la Rive-Sud, mais à l'époque, c'était pas ça. Et qu'on irait chercher, et on n'irait pas prendre leur nourriture qu'ils reçoivent, mais qu'il y en aurait assez pour tout le monde. Et on voit avec les volumes aujourd'hui. Donc, il y avait cette dimension-là. Puis ensuite, c'était de convaincre les commerçants, ceux qui avaient la nourriture, de nous donner la nourriture. Parce que là, on disait, mais Monsieur Legault, vous voulez de la nourriture, achetez-la. C'est quoi cette idée-là, tu sais? Là, il fallait leur dire, bien, ces personnes-là, là, c'est pas des clients potentiels, tu sais. Donc, si vous allez jeter de la nourriture qui est encore bonne, dont des gens pourraient profiter, et donc, ça ne vous enlève rien, mais ça leur donnerait beaucoup. Et graduellement, les gens ont cédé à cette logique qui est un peu incontournable, là. Tu sais, dans le fond, est-ce que tu vas être comme comme on dit, c'est le chien dans la paille qui empêche le bœuf de manger la paille? Le chien ne mange pas de paille, là, tu sais. Fait que je sais pas les bons mots pour expliquer l'histoire, mais c'est ça, là, tu sais. Leur avait fait assimiler le concept, en fait. Là. Avec le temps, on a réussi à les convaincre. Il y a aussi, quand on est allé au marché central, tous les marchands de fruits et de légumes avaient régulièrement des bons fruits et des bons légumes qui étaient juste à point pour être mangés la journée même ou le lendemain, mais qui ne pouvaient pas être distribués. Il arrivait des fois des problèmes de transport ou autres, et donc ils ne pouvaient pas être distribués dans les épiceries. Donc, ils étaient obligés de jeter ça et ça leur coûtait beaucoup d'argent. Et quand on est arrivé en disant, il y a des gens qui en auraient besoin, on va vous le prendre, puis vous n'aurez pas à payer de... Bien là, il y avait un incitatif financier. Ça fait que ça a réussi à convaincre les gens. Il a fallu ensuite qu'ils comprennent qu'on ne voulait pas des choses pourries, là. Parce que c'était nous autres qui étaient obligés de payer ensuite pour... Mais ça, à un moment donné, ça a marché, puis les gens ont embarqué. Et là, on a compris, parce qu'au début, on était dans de la nourriture... Le modèle de New York City Harvest, c'était de la nourriture préparée. Donc, eux autres allaient dans des restaurants ou dans des cuisines institutionnelles. Et il y avait, par exemple, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, mais disons un mariage, finalement, qui est annulé à la dernière minute parce que, je ne sais pas, le marié a peur de se marier, puis il reste pris avec 150 repas, des choses comme ça. Bien Ouais. là, il allait chercher ça, puis il distribuait ça aux organismes. Puis là, le volume a augmenté. Il y avait quelques petites camionnettes sur la route. Fait que nous, on était partis avec ça, avec notre vieille camionnette. Mais rapidement, on s'est rendu compte que c'était pas là qui était le volume de nourriture. Le vrai volume de nourriture était dans les manufacturiers, était à Kraft, était à General Food, était dans les boulangeries, était dans les fabricants de yogourt. Et là, on s'est rendu compte qu'eux autres, des fois, avaient des très grandes quantités. Si, par exemple, la recette là, est manquée, c'est pas leur... ça coûte... Ils ont oublié un ingrédient pour de la soupe ou pour n'importe quoi. Bien, ils ne veulent pas risquer de perdre leur clientèle qui achète tout le temps leur marque en disant « le goût est ça. » Fait que, tu sais, ça devenait ça pouvait être des camions pleins, là. Et là, on s'est rendu compte que là, et c'est là qu'on a pensé qu'on avait besoin d'un entrepôt pour avoir une banque alimentaire pour être capable d'accepter 200 palettes de soupe Campbell parce qu'ils ont oublié de mettre... je ne sais pas, moi, le basilic dedans, là, ou je ne sais pas trop quoi, là, n'importe quoi. Et là, les volumes ont commencé à rentrer, puis et là, on a changé. Il a fallu adapter le concept à mesure qu'on marchait, là, on construisait l'avion pendant qu'il était sur la piste de décollage. Mais vous mentionnez tantôt qu'au début, les restaurants ou les fournisseurs que vous alliez voir, ils essayaient de vous donner de la nourriture périmée. Est-ce que c'est ça que j'ai compris? Non, je disais au marché central, les grossistes de légumes et de fruits reçoivent parfois de la nourriture parce que tu es en décembre, il arrive, je sais pas moi, des oranges, des pamplemousses de la Floride. Le camion casse. Il casse en Pennsylvanie, il fait -5 ou je sais pas, proche d'Albanie, puis il est pris là, le camion, 3-4 jours, ça gèle, c'est plus bon. Bien là, on ne l'aurait pas pris. Mais au début, il aurait peut-être, sans le vérifier, il savait qu'il n'y avait peut-être pas le temps de l'envoyer à l'épicerie. Il nous l'aurait donné. Puis là, on s'est rendu compte qu'on était en train de distribuer des choses pas bonnes. Fait que là, au début, on leur a dit, regarde, là,
Si c'est trop tard pour que tu l'envoies dans les épiceries, mais c'est encore bon à manger, on va le prendre. Mais donne-nous pas un camion plein d'oranges qui ont gelé puis qui sont en train de pourrir, Je comprends. parce que nous, ça va nous coûter le 1 000 que ça t'aurait coûté pour t'en défaire à l'envoyer au site d'enfouissement. Et là, les gens ont fini par comprendre, mais ça n'a pas été long. Les gens qui nous ont donné ont rapidement compris le concept, puis on les aidait beaucoup financièrement parce que ça, c'est... Là, l'accueil Bonneau, là, ils ont 500-600, je ne sais pas combien c'est aujourd'hui, mais à l'époque, c'était 500-600 personnes par jour. Il y avait la main-d'œuvre et tout. On arrivait avec les camions pleins de légumes ou de fruits. Ils pouvaient, eux autres, faire le nécessaire, puis traiter ça tout de suite, congeler ça, puis l'utiliser pendant les semaines suivantes. Mais il y a eu un moment d'éducation un peu à faire au début. Oui, Là. c'est ça, c'est ça. Et puis, si vous regardez un peu le chemin là, parcouru par Moisson Montréal aujourd'hui, en 2024, y a-t-il un moment qui vous rend comme le plus fier de cette organisation-là? Un moment précis? Bien, et moi, je dirais, autre le fait de retrouver aujourd'hui une moisson si en santé, puis qui fait aussi de la sensibilisation auprès du public, parce qu'un jour, on aimerait bien qu'il n'y en ait plus besoin d'une banque alimentaire, mais pour l'instant, il y en a besoin. Autre que ça, moi, je dirais, c'est quand Danny, qui était directeur de Moisson Montréal, a réussi à mettre en place la chaîne de froid pour récupérer la viande. Parce que les protéines, tout le monde en a besoin, hein? Et cette viande-là qu'il va chercher souvent, c'est les belles coupes de viande qui est le samedi soir, ou je ne sais pas à quel moment, bien, ils sont encore bonnes, mais personne ne les a achetées. Parce que c'est des coupes qui collent. C'est ça qui souvent qui s'en va dans les organismes, mais pas juste ça, là. Ça. Donc, avoir réussi, que Moisson Montréal ait réussi à créer cette chaîne de froid, parce qu'il faut être capable 12 mois par année, même à la fin du mois de juillet, là, quand il fait quasiment 35, là, d'être capable d'aller chercher la nourriture qui sort, qui n'est pas souvent congelée, là, qui est juste froid, la mettre dans un camion réfrigéré, l'amener à Moisson ou la diriger directement à un organisme. Et ça, c'est tout un accomplissement. Moi, je rêvais de ça. Ça, c'est une des choses. L'autre chose, c'est d'être capable de traiter ici, sur place, des gros blocs de légumes congelés qui arrivent des entrepôts. Avec toute la machinerie que vous avez, moi, je suis vraiment tombé en bas de ma chaise. Je me suis dit, c'est quelque chose. On rêvait de ça, nous autres, là. Puis ce que vous faites là, avec les nombreux bénévoles, là, il y a quasiment 30 bénévoles là, pour préparer les boîtes de Noël. On avait des bénévoles aussi, puis tout ça. Mais tout est en train de se mettre en place, là. Tu sais, là, vous avez 40 ans d'existence et d'expertise. Fait que moi, je vois ça, là, et ça m'ébahit, là. Tu sais, tout le temps avec la réserve qu'on se dit, tu sais, les gens ne devraient pas aller... Tu sais, ils devraient avoir dans notre société des programmes qui permettent à des gens qui vivent dans des familles où la pauvreté, là, de génération en génération, d'en sortir. C'est plus complexe qu'on pense. C'est pas de la mauvaise volonté dans la très grande majorité des cas. OK, il y a peut-être un 10-15 qui abusent du système, mais c'est pas 85 là. Les gens sont là parce qu'ils ont eu des vies difficiles, qui leur amènent souvent des problèmes de santé ou des problèmes de santé mentale ou des passes difficiles qu'on aurait eues nous-mêmes, on serait dans la même situation. Fait qu'on veut que ça se corrige. Mais ce que ça prend... Les gens disaient, mais là, vous devriez arrêter votre activité. Alors, ça, c'est pas facile à l'époque, parce que ça va permettre au gouvernement de faire ce qu'ils ont à faire, de mettre en place les politiques. Mais ce que ça prend des gens qui ont du cœur, quelque part, qui décident de faire pression sur le gouvernement pour que les politiques changent. C'est pas en enlevant des gens qui ont du cœur, qui travaillent à Moisson Montréal, puis les gens dans les organismes, c'est ces gens-là qui sensibilisent les autres pour qu'à un moment donné, il y ait une pression sur le gouvernement. Fait que c'est nécessaire ce que fait Moisson Montréal, puis ça donne un peu l'idée de ce que tout le monde devrait faire pour que les choses changent. Vous avez parlé qu'il y a une trentaine de bénévoles ce matin qui sont en train de monter des boîtes de Noël, mais c'est parce qu'il y en a d'autres. Il y en a plus que ça, des bénévoles sont cachés ailleurs dans d'autres sections. Il doit y avoir au moins là, pas loin de 100 bénévoles ce matin qui sont dans différentes sections, qui aident pour... Oui, c'est vrai, je n'ai pas vu là, par en arrière. Non, c'est ça exactement. C'est de l'autre côté de l'entrepôt. C'était quoi les rêves que vous aviez pour Moisson Montréal? Puis est-ce que vous considérez que ces rêves-là se sont réalisés ou pas encore? Les rêves que j'avais un rêve, évidemment, d'un entrepôt, d'un bon entrepôt. Le premier qu'on a acheté, c'était pas vraiment idéal, parce qu'on était sur plusieurs étages. J'avais un rêve aussi qu'on puisse, à un moment donné, être lié avec des agriculteurs, être capable faire des liens entre les organismes,
des agriculteurs, développer des programmes. Et ça, je n'ai pas pu le réaliser encore. Mais ça me reste, tu sais, que plusieurs organisations se mettent ensemble. Il y a quand même des centaines d'arcs dans l'ouest de l'île de Montréal. Il y a déjà des projets d'agriculture urbaine, ce qu'il n'y avait pas à l'époque. Mais là, on pourrait aller beaucoup plus loin avec ça. Puis je pense que là, on voit bien qu'il y a une crise économique qui se dessine là, à l'horizon, puis il y a une crise planétaire. On va peut-être être obligé d'arriver là à un moment donné, parce qu'on a un passage à faire. On a un passage à faire du type de société qu'on a. On voit bien là, que le type d'entrepreneuriat là, qui est vraiment individuel, là, on a besoin d'autres choses. On a besoin de nouveaux entrepreneurs qui sont capables de gérer la dimension économique, parce que si tu ne fais pas tes frais, tu disparais vite, là, mais qui le font aussi pour des raisons sociales puis des raisons environnementales. Ça, le monde en a tragiquement besoin présentement à cause des changements climatiques, là, parce que ça, c'est ce qui pèse sur l'environnement et pour les gens, parce que le système dans lequel on est là pour, en fond, rémunérer les actionnaires de grosses corporations qui ont un pouvoir terrible. Et ça ne change pas, là. Donc, je me dis, les rêves que j'ai pour Moisson Montréal, c'est un peu les mêmes que j'ai pour Renaissance. C'est qu'il y ait de plus en plus d'entrepreneurs sociaux, de jeunes qui décident d'entreprendre avec cette triple finalité-là, économique, sociale et environnementale. On n'a pas le choix. C'est ça l'avenir de l'humanité, ou bien on va vivre des choses de plus en plus difficiles jusqu'à temps qu'on comprenne. Il y a un niveau de conscience de l'humanité qui doit monter. On ne peut pas continuer d'agir en se disant, bien là, en autant que moi, je m'en tire, mais il n'y a plus personne à un moment donné qui va être capable de s'en tirer si l'environnement est insoutenable, puis on est à 40 degrés, puis il y a des feux partout, là. Non, c'est sûr. C'est tout lié, ça. On est tous liés les uns aux autres. Et c'est ça, ce que Moisson démontre, puis que Renaissance aussi, c'est qu'on doit se soucier les uns des autres. Le principe de solidarité-là, c'est ce qui nous a permis de s'élever comme organisation, tant Moisson que Renaissance. Et c'est l'avenir de l'humanité, c'est par là que ça passe, pas ailleurs. C'est pas des nouveaux projets de mines au Brésil pour que les fonds de pension aient des rendements, parce qu'on veut tous des rendements. À un moment donné, là, il faut comprendre qu'il y a une aberration là-dedans, puis c'est là-dedans qu'on entre. Excuse-moi d'être allé là. Mais ça me touche, c'est mes tripes qui parlent. Mais non, mais il n'y a aucun problème. Puis, tu sais, vous avez parlé de projets d'agriculture urbaine parce que nous, on en a un présentement en collaboration avec Provert, Regroupement Partage. Puis, vous parliez là, de la situation, justement, de la température et tout ça, des changements climatiques. Mais, vous voyez, l'an dernier, à cause de la température puis des variations de température, on a eu beaucoup de problèmes avec les récoltes, ça a été plus difficile et tout ça. Mais moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que cette année, ils ont vraiment adapté, en fait, leur travail en fonction de ça pour pouvoir avoir vraiment des récoltes super intéressantes. Donc, cette année, cet été, on a eu vraiment là, des récoltes exponentielles à cause que, justement, ils se sont adaptés. Fait qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi avec ça. Oui, absolument. C'était le gala du 40e anniversaire de Moisson. Vous y étiez. Quel beau gala! C'était un très beau gala. J'ai félicité d'ailleurs toute l'équipe qui ont fait un travail vraiment formidable. Qu'est-ce que ça vous a fait de vous retrouver là, avec des gens que vous n'aviez pas vus comme ça depuis plusieurs années? Est-ce que ça vous a donné le goût de revenir avec nous? Je suis là ce matin. Ben oui, vous êtes là. C'est un beau début. 2 jours plus tard, je suis revenu. Oui, ça m'a touché énormément. J'ai revu des gens là, comme Peter Gentus, qui était un étudiant, qui était venu avec nous autres à New York en 83, que je n'avais pas vu depuis 40 ans, en fait, parce que lui, il a continué ses études. Aujourd'hui, il a une firme en psychologie, il est psychologue. Et fait que là, ça m'a pris 2-3 secondes. Je me suis retourné, puis je l'ai regardé, et là, j'ai dit « Peter ». Fait que c'était bien. J'ai revu John, mais John, c'est un ami personnel là, qui a été directeur, là, John Pasquini, et plusieurs autres personnes. Puis j'ai vu évidemment Chantal. Je parle un peu avec Chantal, qui est quand même là, une personne de très grande qualité. Là. Puis tout le monde le dit. Là. Vous êtes chanceux de l'avoir. Puis c'est sûr qu'elle est chanceuse de vous avoir. Mais ça va des deux côtés. Là, elle a de la vision. C'est ça qui est important. Elle a de la vision, puis elle a de la vie. Elle a un bon cœur. Puis elle sait ce qu'elle veut, mais elle écoute aussi. Tu sais, une directrice générale qui écoute, là, ça vaut son pesant d'or. Fait que moi, j'étais ravi. Puis il y avait mon ami Robert en chaise roulante. Robert qui a travaillé
qui fait de la paralysie, qui a la paralysie cérébrale, puis que je connaissais, moi, d'une autre vie, là, qui est venu à l'époque, là, dans les années 80, puis il est resté, je pense, il est resté 25 ans ou plus, là. Moi, je suis parti, mais il est resté là on avait adapté un ordinateur pour qu'il soit capable de tenir toute la nourriture. C'est lui qui s'occupait des chiffres de la nourriture qui étaient donnés. Il rentrait ça, pas très vite, mais il faisait un bon travail. Fait que Robert était là, j'étais très content de le voir aussi, mais je le vois toutes les semaines, Robert. C'est quoi qu'il faisait comme travail exactement ici? Bien, il était préposé par rapport au volume que chaque organisme recevait. C'est lui qui entrait des données, OK. des volumes, tout ce qui était donné chaque jour. Fait que c'était pris par écrit, puis lui, il rentrait ça, là. Il faisait de l'entrée de données, là. On avait adapté un ordinateur, là. Puis ça, c'est le fun. Il y avait un esprit, là, c'était vraiment... Il y avait des gens de toutes sortes. Et puis on était bien comme ça, puis je retrouve ça ici aussi, là. On vous a rendu hommage aussi. C'est gentil, ben oui, au début, oui. Ah, c'est très touchant, puis c'est ça, c'était pas compliqué, c'était simple et c'était bien fait, de bon ton, tout était bien fait. Fait que c'était beau, puis c'était touchant, ouais. Maintenant, êtes-vous prêt pour la question qui tue? Si c'est mon jour de mourir, je mourrai. En fait, là, on l'a mentionné plusieurs fois, on fête le 40e anniversaire de Moisson Montréal cette année. Où est-ce que vous voyez Moisson Montréal dans 40 ans? Wow! Première réaction, ça serait bien s'il n'y avait plus besoin de banque alimentaire bien avant 40 ans et que toute l'équipe de Moisson soit en train de faire d'autres choses que faire ça. Tu sais, vous pourriez vous recycler au niveau de l'agriculture, à faire des projets entrepreneuriaux et tout ça. Si Moisson Montréal existe encore dans 40 ans, ça veut dire que notre société a encore des problèmes d'égalité, de soutien. Moi, j'aimerais... Je reviens à ce que je disais un petit peu tantôt, là. Ça serait le fun de développer un réseau d'économie sociale à travers le Québec dans toutes sortes d'activités, où l'entrepreneuriat n'est pas uniquement pour trouver un rendement au capital investi, mais pour créer des emplois, pour faire de l'agriculture biologique et de monter aussi, parce qu'il y a un problème au niveau de l'agriculture présentement, et il y a un problème qui doit être réglé. Donc, d'avoir tout un réseau où il y a des jeunes entrepreneurs qui ont décidé, eux autres, d'entreprendre avec cette triple finalité-là. Il y a un réseau qui les soutient, les opportunités sont identifiées. On a à travers le Québec des hubs où il y a de l'équipement qui est là pour les gens, où les hypothèques ne sont pas données là, à des taux fous. Les gens peuvent... du même, tu peux créer des fiducies foncières, des choses comme ça. Il y a plein d'outils, là. Donc, c'est un système différent que je verrais dans 40 ans. Puis si Moisson Montréal existe encore, bien, c'est une Moisson Montréal qui est en train d'aider à des solutions permanentes qui vont faire qu'on va sortir de la pauvreté. À brûle-pourpoint, c'est ça que je te répondrais. On va parler un peu de votre travail là, en dehors de Moisson Montréal. En juin 2024, vous avez été nommé au sein de l'Ordre du Canada pour avoir voué votre carrière aux plus démunis. Félicitations. Merci. Parlez-nous peut-être un peu de votre implication ailleurs. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, là, vous avez parlé de Renaissance et tout ça. Ouais. Peut-être nous parler un peu de ça. Mais Renaissance, en fait, ce qu'on disait à l'époque, c'est peut-être malheureusement un peu un cliché, mais ça reste vrai. C'est passé de donner la pomme à montrer le poisson. La pomme, je sais pas, je suis bien avec ma pomme un matin. Donner le poisson à montrer à pêcher. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que je voyais bien qu'il y avait des gens là, dans les organismes qui pouvaient travailler, mais qui n'étaient pas prêts. Donc, on a monté toute une organisation de réinsertion. Puis on n'a pas voulu... Avec Moisson Montréal, moi, la moitié de mon temps, et Chantal, ça doit être la même chose, c'est de chercher du financement. C'était ça. Je dis, il doit y avoir un moyen de monter une organisation où l'activité économique va permettre à l'organisation de s'autofinancer dans le temps. Ça n'a pas été le cas au début, mais éventuellement, avec les magasins de choses usagées, on était capable de monter une organisation là, qui se multiplie. On a 70 lieux différents. Aujourd'hui, on a 22 grandes friperies, on a des librairies, il y a des boutiques, il y a des centres de dons. On est à peu près partout au Québec. Là, pas partout, on va l'être dans quelques années.
Et donc, pour moi, c'est ce que je reviens à la vision d'une économie sociale. C'est comme une économie comme si les gens et l'environnement étaient importants. Tu sais. Parce que là, des fois, on se demande, tu sais, l'économie, ah non, mais c'est un choix économique, on n'a pas le choix. Mais là, on s'est en train de se peindre dans le coin de la pièce, là, puis on n'en aurait plus d'options, là. Donc, ce phénomène-là d'économie sociale, il est là pour durer, il faut le nourrir et tout ça. Fait que dans le fond, c'est pour ça que j'ai décidé de quitter Moisson, parce que j'avais fait, je pense, mon travail, de monter l'organisation. Il y avait un édifice, il y avait des gens qui étaient prêts pour faire la suite. Et que je suis allé vers Renaissance pour créer cette organisation-là et participer à ce mouvement-là d'économie sociale qui est pour moi l'avenir. Je suis là-dedans, puis je suis encore sur le conseil d'administration. Mon bras droit, Éric, qui est une personne absolument formidable, on soupait ensemble hier soir, a pris la relève au niveau du développement pour amener Renaissance partout. On se parle constamment. Je reste au conseil d'administration. Il y a des gros changements parce que l'organisation est rendue à 1500 employés. On aurait mis 10 000 personnes là, qui n'auraient pas travaillé sur le marché du travail. Et le chiffre d'affaires est important. Ça permet à l'organisation d'avoir des visées de développement, tout le temps dans l'esprit d'avoir, et je terminerai là-dessus, là, de redonner, pas juste d'être capable d'avoir au niveau financier de faire ses frais puis de se dégager un surplus, parce qu'en entreprise, tu as besoin de surplus pour acheter de l'équipement, payer ton monde comme du monde, et puis développer tes marchés. Ça en prend, là. Ce qu'ils appellent les profits, pour nous autres, c'est réinvesti. Donc, c'est des surplus qui sont réinvestis. On a besoin de tout ça. Puis avoir une espèce d'impact au niveau écologique puis au niveau humain, social, en réinsérant des gens. Tous nos magasins ont des personnes qui sont là, qui n'ont pas travaillé depuis longtemps, une douzaine de postes. Puis là, les gens viennent, puis se placent à l'extérieur. Ils veulent revenir souvent. On dit, bien, va à l'extérieur, va commencer, puis tu reviendras dans un an. Fait qu'ils reviennent ensuite. Fait que c'est comme ça que je répondrais. En terminant, parce qu'il va falloir que je vous laisse aller faire votre épicerie, c'est comme vous m'aviez mentionné, pas avant ici, qu'on là, commence. Non, pas ici. Okay. En terminant, si vous aviez un message à dire aux gens pour les rallier à notre cause, ça serait quoi? Moi, ce que je dirais, c'est que Moisson Montréal, dans le fond, fait un travail au nom de toute la société. Et donc, les gens devraient se sentir solidaires et devraient vouloir appuyer Moisson. C'est dans le fond, là, de se dire, il y a des gens qui ont faim, c'est inacceptable. Comment est-ce que ça peut être acceptable qu'il y ait des enfants, puis là, il y a des gens qui ont de la misère à arriver, là, des vieillards qui sont tout seuls, qui ne mangent pas, qui mangent, tu sais, à la fin du mois, qui ont des difficultés, mais Moisson est là, qui amène de la nourriture. Donc, tout le monde devrait se sentir interpellé de soutenir Moisson, puis surtout dans l'esprit où vous le faites. Si vous déplacez de la nourriture, mais vous sensibilisez aussi la population. Et ça prend des gens de cœur pour réveiller le cœur de tout le monde, pour se dire, il faut vraiment que la pauvreté cesse, il faut trouver des moyens, puis il y a des moyens, il y a des programmes à mettre en place. Il faut que les gouvernements mettent l'argent où l'argent doit être mis pour qu'on en sorte éventuellement. Et ça, Moisson part le bal là-dedans. Puis ça prend des gens de cœur. C'est pas par la tête que ça va se régler. Quand il va y avoir assez de gens qui vont sentir que ça n'a pas de sens, cette situation-là de pauvreté, de faim au Québec, et qui demandent au gouvernement de mettre les programmes en place, c'est là que ça va se mettre en place. C'est pas en laissant les gens avoir faim puis en se disant, bien, ça va faire des pressions sur le gouvernement. Ça, c'est horrible et cruel de penser comme ça. C'est pas ça la solution. La solution, c'est que le cœur se mette là, soit impliqué, puis là, les choses vont commencer à changer. Monsieur Legault, merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre premier invité au tout premier épisode du podcast de Moisson Montréal, Parler sans fin. Ça a été un honneur de vous recevoir avec nous. Bien, c'était un grand plaisir. Merci bien, là, Kevin, de m'avoir invité, puis à l'équipe là, de technique qui est là. Oui, l'équipe technique, qui ont fait une super job. Ben MTF, production MTFP, merci beaucoup. Super job. Et puis, on se revoit pour un prochain épisode de Parler sans fin. Merci.